J'ouvre sans plus avant les questions. Qui a des questions à poser? À Monsieur Ayot surtout. Hein. Moi j'en ai vraiment une question de Huron, de naïf. Est-ce qu'il y a quelqu'un, alors je sais que vous êtes archéologue, donc a priori vous allez me dire que vous ne connaissez pas la réponse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner l'étymologie de Danmarkia? Alors, c'est pas tout à fait réglé. Alors, moi, je vais vous donner, parce qu'en fait, je travaille pas que sur le château, je travaille sur l'ensemble de l'agglomération. En fait, vous voyez bien qu'on a le mot danois qui est là. Et alors, on peut faire un lien, parce qu'il faut savoir que du côté de Fermaincourt, je vous parlais tout à l'heure de la stratégie de fortification de Robert Ier sur la vallée de Fermaincourt. Et à Fermaincourt, nous avons des lieux, alors j'ai plus les noms précis, mais qu'on retrouve sur le cadastre napoléonien, des lieux dits, qui sont le long de l'Eure, avec le toponyme en arche, qui font penser très clairement, par exemple, à Pont de l'Arche. Et on sait que ce toponyme fait référence à des fortifications sur des rivières. C'est à l'époque de Charles le Chauve, notamment quand, au moment des invasions vikings et scandinaves, il y a effectivement des raids. On dit que Rollon, pour arriver à Chartres, est passé à remonter la Seine. Ça voudrait dire aussi qu'il a pu faire un petit bout de chemin en longeant l'Eure, ce qui expliquerait que l'Eure a pu être fortifiée à cet endroit. Or, on sait aussi qu'une des pratiques des Vikings, c'était que lorsqu'ils en avaient la possibilité, ils s'installaient sur un site pendant plusieurs mois. Donc là, moi, c'est une hypothèse que j'émets, c'est qu'il se pourrait qu'en fait, on soit sur un site d'occupation scandinave qui ait laissé suffisamment de traces pour que le toponyme soit issu de cela. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Et alors là, j'ajoute aussi quelque chose auquel je ne connais rien. On est à proximité immédiate d'un toponyme gaulois avec Dreux. Oui. Donc on est sur un espace géographique extrêmement court, en présence de deux implantations qui ont un millénaire de distance, mais qui montrent l'importance stratégique du site. Oui, ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a deux axes de communication qui sont importants. C'est l'Eure, effectivement, les rivières, et il y a les voies terrestres. Et pour ma part, moi, je pense qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que la Dreux a la tête un peu partout, parce qu'elle appartient à la cité des Carnutes, à l'Antiquité, mais il faut rappeler qu'elle a eu un petit bout à l'époque du conflit avec les Normands. Elle a appartenu, à un moment donné, au duc de Normandie, puisque c'est l'épisode de Richard qui donne le château, la moitié du château qu'il possède en dot à Eudes de Blois. Et puis quand sa sœur Mao, donc avec qui Eudes s'est marié, sauf que pas de chance, Mao meurt un an après. Et donc, comme le droit médiéval, si vous me passez l'expression, l'indique, normalement, Richard dit, bon, moi je récupère la dot. Et puis Eudes a dit non. Il s'en est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à se battre chacun de son côté, et puis on est arrivé au traité de Coudre, etc. Donc ce qui veut dire qu'il y a une part normande, il y a une part carnute, il y a une part francilienne, déjà avec à l'époque mérovingienne, qui fait qu'effectivement on est un site stratégique et qui bascule entre les deux, les voies terrestres que garde Dreux et Fermaincourt qui est plutôt du côté de l'Eure. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une pour vous. Vous ne m'avez pas satisfait, je dois dire, quand vous avez dit que le comte de Dreux avait utilisé la forme cylindrique de fortification dans le dessein de se singulariser du roi. Je trouve que cette explication par un caprice individuel me paraît un peu courte. Vous ne pensez pas que ça participe plutôt d'une discussion dont on n'a pas les tenants et les aboutissants sur les avantages et les inconvénients de tel type de fortification, plutôt, non? Enfin, je suis plutôt fonctionnaliste, moi, c'est pour ça.
En fait, le plan circulaire, il n'y a pas... pardon. Je ne sais pas si celui-là... Oui, il fonctionne, c'est formidable. Oui, en fait, le plan... Enfin, oui, évidemment, de toute façon, la mode des tours cylindriques, c'est une mode en architecture comme il en a toujours existé. Le plan circulaire, il n'a pas forcément d'avantage, surtout pour des tours résidences, finalement, parce que tout simplement, des salles circulaires, c'est beaucoup plus difficile à loger que des salles quadrangulaires. Donc... c'est avant tout une mode. Enfin, la mode des tours cylindriques, elle existe au XIIe siècle. D'ailleurs, Louis VI, le père donc du roi Louis VII, il faisait, lui, des tours cylindriques. Des tours cylindriques de différentes formes. Et Louis VII, curieusement, prend le contre-pied de son père. Il érige, lui, des tours quadrangulaires à contrefort qui sont issus de modèles plus anciens, peut-être précisément tout simplement parce qu'il trouvait ça plus pratique. Et Robert Ier de Dreux, donc il ne reprend pas ce modèle des tours quadrangulaires qui est utilisé par le roi à la même époque, mais en utilisant simplement la forme cylindrique, il fait que suivre la mode de son époque. Par contre, le fait d'avoir doté cette tour cylindrique de tourelles vraiment très particulières sur contrefort, des petites tourelles incurvées sur contrefort, ça c'est vraiment un dispositif très particulier qui existe a priori que à la tour des Fanaux de Dreux. Et oui, moi je prends ça pour un petit caprice architectural, une façon de montrer aussi qu'on peut qu'il avait l'influence nécessaire pour avoir recours à un architecte capable d'élaborer une forme aussi originale. Alors, peut-être aussi, je crois qu'on peut mettre en perspective, je pense que André Châtelain était plutôt aussi sur cette interprétation. Il ne faut pas oublier que Robert Ier, c'est aussi quelqu'un qui essaye beaucoup en termes d'architecture militaire. Le château de la Robertière qu'il dresse à partir de 1162, c'est un plan carré, un plan géométrique, et je parle sous votre contrôle, c'est un plan particulièrement précoce, puisque les plans géométriques viennent après. Alors, je pense que c'est peut-être aussi qu'il y a eu des essais qui ont été faits, et avec, me semble-t-il, les condos de Dreux s'embarrassent pas trop. À la fois, effectivement, je vous rejoins, je pense qu'il y a un besoin d'affirmation, même la tour de Robert III, peut-être que dans la dimension, parce que Robert III, le marché, c'est 1224, or en 1204, la question normande est réglée. Mais je pense que aussi les comtes de Dreux ont été des gens qui ont fait des essais en termes d'architecture. Merci beaucoup. Je relance la question. Y a-t-il une question? Monsieur, est-ce qu'il y a un micro-baladeur? On entend. C'est pour l'enregistrement, Ah. puisque nous sommes en vidéoconférence, en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Je suis Michel Douard, je suis président de la Société d'histoire et d'archéologie du Drouais et du Thymerais, la Chatte, pour faire plus court. Voilà, j'ai quelques remarques à faire, notamment sur les tours cylindriques. Leur construction, c'est d'abord un avantage balistique pour faire rebondir les projectiles d'artillerie sur leur face. Voilà, pour provoquer des ricochets. Voilà, après, on peut avoir des bossages, des parements à bossage pour, en plus, avoir un meilleur effet. C'est juste une remarque. Pour M. Ayot, je trouve que son hypothèse de fossé autour de la tour grise est très intéressant parce que sur le sol d'Anmarche, on voit encore un micro-relief autour de la tour qu'on interprétait jusque-là comme la chemise. Et ça nous donnait une tour d'une dimension un petit peu extraordinaire. D'ailleurs, sur ce sujet, le plan de la SAEL pose question justement sur le diamètre de cette tour et de cette chemise. Voilà, ça c'est une parenthèse. Je voudrais faire remarquer que la courtine encore existante, on la suppose datée du marché de 1224 ou peu après, mais on n'en est pas sûr. On ne sait pas si ces vestiges... On est sûr, par exemple, que du côté sud, donc côté Chapelle Royale, on va dire pour simplifier, qu'il y a une reprise du 19e siècle qui est assez nette. On en note d'autres,
en se dirigeant vers la tour 19e et la tour d'entrée, mais on n'est pas sûr que cette construction en banche soit vraiment de 1224. Je pense que là, il y aura des analyses de mortier ou des tentatives de prélèvement de charbon de bois à faire pour vraiment dater ces courtines. Parce qu'on n'a pas retrouvé non plus, malgré les différences de couleur, dans les pierres, on n'a pas noté de phases de construction différentes. Donc il y a plein d'hypothèses à reformuler. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci monsieur, où l'on apprend que les choses sont encore plus complexes qu'on l'a entendu un instant. Je peux répondre ? Oui, rapidement, parce qu'on prend... Ouais. Juste à propos des tours cylindriques, effectivement, on a l'impression en fait que ça résiste mieux en cas de tir d'artillerie. Il y a des études physiques qui en fait montreraient que c'est pas forcément vrai, que les tours quadrangulaires étaient aussi bien adaptés face au tir d'artillerie, voire mieux. Malgré ce qu'on pourrait penser effectivement sur les ricochets. C'est possible que, cela dit, que les constructeurs médiévaux aient eu cette idée que ça résisterait mieux. Je pense que ça n'entre pas en ligne de compte pour les tours du XIIe siècle, tout simplement parce que les engins d'artillerie mécanique à cette époque n'ont pas du tout la puissance nécessaire pour mettre à mal une tour maîtresse de cette importance. Je pense que le fait qu'on construise des tours cylindriques à partir du début du XIIe siècle, c'est surtout parce que c'est vraiment à cette époque la forme cylindrique est une forme extraordinaire au sens propre, parce qu'elle se distingue de toutes les formes de tours maîtresses préexistantes, et elle se distingue notamment de la forme quadrangulaire qui est utilisée finalement pour toutes les constructions à cette époque, même pour les constructions vernaculaires, pour les maisons. Et le fait d'ériger des tours cylindriques, c'est vraiment une façon de se montrer extraordinaire à cette époque pour les constructeurs. Et à propos j'enchaîne sur l'enceinte de Danemark, effectivement, ce serait très bien si on pouvait trouver des éléments de datation absolue dans cette enceinte. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les caractères architecturaux, en tout cas, qui sont conservés sur le front sud de l'enceinte, correspondent tout à fait à ce qu'on fait dans les années 1220. Et je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Philippe Bujac à propos de la reprise de chantier. Il y a une reprise de chantier, c'est certain, hein, c'est documenté par le marché de construction de 1224, mais est-ce qu'on n'a pas un chantier qui s'est interrompu, certes, enfin, ou en tout cas qui est en cours, mais ça peut très bien être un chantier qui a été lancé quelques mois, quelques années avant le marché de 1224. Ça, on a des exemples chez Philippe Auguste, donc à peu près à la même époque, où on fait plusieurs marchés de construction pour un même chantier qui a duré seulement quelques années. Et on a différents marchés de construction, on fait appel à différents entrepreneurs au cours du même marché de construction. Et là, c'est très possible qu'à Danemark, on ait un chantier qui a été commencé par Robert III quelques années plus tôt, peut-être quelques années plus tôt, et qu'il ait simplement poursuivi son chantier en faisant appel à d'autres entrepreneurs. D'ailleurs, on sait qu'en 1223, il fait appel... oui. D'accord, ouais, je vais faire la pause. Enfin, on sait qu'il jure fidélité au roi. Cette discussion sera reprise pendant les interstices de pause.